Alors pour enchaîner, donc on va passer au symposium de Nubris MC Pharma et on a invité nos deux amis orateurs, les professeurs Hel Serli et le professeur Elias Bajin, notre président, pour nous parler d'une approche pratique dans la prise en charge des spondylarthrites. Et je cède la parole en premier monsieur le professeur Elias Bajin. Donc, je veux commencer par la spondylarthrite axiale et après, mon ami Hala Sahli va vous parler du rhumatisme psoriasique. Donc, comme vous le savez, la spondylarthrite et les spondylarthrites, plutôt, c'est un rhumatisme inflammatoire chronique qui regroupe à des degrés différents des caractéristiques cliniques et génétiques communes, telles que l'atteinte axiale, périphérique, les atteintes articulaires comme vous les connaissez. En général, c'est associé à un HLA 27 et pour la prise en charge de cette maladie et surtout de la spondylarthrite axiale, moi j'aime bien commencer toujours par ce modèle stratifié qui a été proposé en 2011 par Machado, en fait pour dire que la qualité de vie d'un patient qui souffre d'une spondylarthrite axiale dépend de l'activité de la maladie, de l'état physique, mais cette activité et l'état physique aussi vont dépendre c'est-à-dire de la mobilité rachidienne, de l'inflammation, mais aussi de l'atteinte structurale. Donc, la prise en charge, elle est un peu difficile et vous allez voir que c'est pas évident de prendre en charge qui est atteint d'un malade atteint de spondylarthrite axiale. Donc, comme vous le savez, pour traiter des malades chroniques, comme on se réfère toujours à des recommandations, et là, je vous ai présenté l'actualisation de recommandations françaises en 2018 de la prise en charge des spondylarthrites. Et comme vous le voyez sur le graphique, quand on voit un malade qui a une spondylarthrite axiale, c'est une spondylarthrite axiale qui est active. Donc, on va commencer, comme d'habitude, par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et en cas d'échec, on va passer directement au traitement biologique. Et certainement, on va commencer par les anti-TNF-alpha, parce que c'est les anti-TNF-alpha qui ont démontré leur efficacité dans ce cas de figure. Alors, dans notre pratique, on se pose beaucoup de questions quand on a devant nous un malade qui a une spondylarthrite axiale. Et on va commencer par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Comment on va faire notre choix concernant la molécule? Existe-t-il un effet structural de cette molécule? Est-il possible de réaliser une part d'anti-inflammatoires en cas d'utilisation de biologie? Les traitements conventionnels ou non? Est-ce que vraiment ils ont une place ou non dans la prise en charge de la spondylarthrite axiale? Et quand on passe aux anti-TNF, comment on va faire notre choix? Est-ce qu'il y a des particularités dans ce choix? Est-ce que les effets extra-articulaires peuvent être un facteur déterminant dans le choix ou non? Peut-on envisager un espacement ou une réduction de la posologie en cas de rémission? Et existe-t-il un effet structural des anti-TNF? Est-ce qu'il y a d'autres options thérapeutiques en cas d'échec des anti-TNF? Et enfin, on va parler un mot sur l'utilité de la rééducation. Est-ce qu'elle a encore une place dans la prise en charge de la spondylite axiale? Donc, sachant que les anti-inflammatoires continuent à constituer la pierre angulaire du traitement de la spondylarthrite axiale, on sait très bien que la sensibilité des anti-inflammatoires non stéroïdiens constitue les thèmes de tous les critères de classification. Et donc, l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens constitue la première ligne de traitement médicamenteux de toutes les recommandations. Et selon ces recommandations-là, en l'absence de contre-indication, les anti-inflammatoires, c'est le traitement de référence. En absence de réponse retenue, et on parle d'échec surtout quand on utilise, c'est-à-dire 2 anti-inflammatoires pendant au moins 2 semaines, en Tunisie, on exige 3 anti-inflammatoires, et on doit privilégier la prise à la demande plutôt que la prise en continu des anti-inflammatoires non stéroïdes. Alors, concernant le choix de la molécule, pour répondre à cette question, là, je vous propose cette méta-analyse où on a recensé 26 essais randomisés où on a comparé un anti-inflammatoire versus placebo dans les spondylarthrites radiographiques. On n'a pas fait des études head-to-head et donc, comme vous le voyez sur le graphique, donc presque tous les anti-inflammatoires se valent en matière d'efficacité. On est presque au milieu, donc il n'y a pas de différence significative en matière d'efficacité.
Là, si vous remarquez bien, malheureusement, ça passe pas beaucoup. On a essayé de voir l'étude, c'est-à-dire le choix de l'anti-inflammatoire par rapport à un anti-inflammatoire bien déterminé, notamment le naproxène. Là, il est montré par la flèche. Donc, si on va virer vers la gauche, on va avoir plus d'effets secondaires. Si on va virer vers la droite, on va avoir les anticox-2 et donc moins d'effets désirables digestifs, mais plus d'effets indésirables cardiovasculaires. Si on va plutôt vers le haut, donc on va avoir moins d'efficacité sur la douleur et en bas, on est plus efficace. Mais la conclusion de cette méta-analyse, c'était quoi? C'est que le choix thérapeutique concernant les anti-inflammatoires stéroïdiens en matière d'efficacité presque il se va. C'est vrai, le choix, ça va se faire en fonction plutôt des effets indésirables, de comorbidité, etc. Alors, est-ce que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont un effet structural ou non? Donc, vous connaissez tous cette étude qui date depuis 2005, l'étude de Wanders en 2005, où on a essayé de voir l'utilité en matière d'efficacité structurale, le seul écoxy à 100 mg versus placebo. Dans le deuxième bras, on a utilisé 200 mg et on a suivi ces malades-là. C'était des malades qui avaient des spondylarthrites radiographiques. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Pardon. Voilà le résultat. Donc, au bout de 2 ans, on a remarqué qu'il y avait une différence significative en matière d'efficacité structurale, chose qui n'a pas été démontrée par d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et là, on est dans le même sens. Là, dans cette étude-là, qu'est-ce qu'on avait montré? On a montré, c'est vrai qu'on peut avoir un effet structural, mais surtout le groupe où on a vu l'effet structural, c'était les groupes de malades qui avaient un syndrome inflammatoire. Comme vous le remarquez, à chaque fois qu'on a un syndrome inflammatoire, en traitant nos malades avec des anti-inflammatoires, on a plus de chances d'avoir un effet structural. Malheureusement, au fil des années, on n'a pas vraiment confirmé cette efficacité thérapeutique en matière d'utilisation d'anti-inflammatoires pour l'efficacité structurale. Regardez cette méta-analyse où on va trouver toutes les essais randomisés. Malheureusement, il n'y a pas vraiment, le fait structural ne sort pas. Peut-être dans quelques études, ça sort un peu plus, mais il n'y a pas, c'est pas vraiment significatif. Alors, dans notre pratique, on doit rester, c'est-à-dire classique. Donc, on donne les anti-inflammatoires à la demande et c'est pas en continu. Alors, le fait d'utiliser ces anti-inflammatoires, est-ce que ça peut être un facteur prédictif? C'est-à-dire, le fait quand on passe un traitement biologique, est-ce qu'on peut faire une épargne d'utilisation des anti-inflammatoires comme ça se passe au cours de la polyarthropatrie? Et pour répondre à cette question, là, on a cette étude française, on a recensé une cohorte de 255 patients avec des spondylarthrites axiales débutantes qui ont nécessité un premier anti-TNF-alpha. Et donc, on avait vu chez ces malades-là pendant une année, à chaque fois qu'on a commencé l'anti-TNF, est-ce que le malade va réduire son utilisation des anti-inflammatoires ou non? Et là, malheureusement, comme vous le regardez, à l'inclusion, on avait 80% des malades qui étaient sous anti-inflammatoires stéroïdiens. Malheureusement, seulement un quart des malades ont réduit leur dose d'utilisation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Concernant les traitements conventionnels, on se pose toujours des questions. En cas de spondylarthrite axiale, est-ce qu'ils ont une place ou non? Là, on est catégorique. Aucun traitement conventionnel n'a montré son efficacité sur l'atteinte structurale, que ce soit le leflunomide, le méthotrexate, mais aussi la salazopérine. Mais il faut rester quand même dans quelques cas particuliers, notamment quand il s'agit d'une spondylarthrite axiale associée par exemple à une ICI, notamment RCH au Crohn. En cas de maladie de Crohn, on peut utiliser le méthotrexate qui peut être efficace sur la maladie de Crohn. Et en cas de spondylarthrite associée à une RCH, on peut utiliser la salazopérine qui est très efficace sur l'atteinte digestive. Concernant cette question qui se pose toujours, est-ce que le tabac peut impacter, c'est-à-dire modifier la réponse thérapeutique? Et ceci, c'est le cas de l'utilisation d'anti-TNF comme au cours de la polyarthropatrie. On essaie de voir est-ce que le fait d'être fumeur ou un ancien fumeur va impacter le résultat ou le résultat des anti-TNF concernant la prise en charge de la spondylarthrite axiale. Donc ça, les données de registre danois, donc 1425 patients
on avait recensé tout le statut tabagique chez ces malades-là, et on avait 40% des patients qui sont fumeurs, 40 patients qui sont jamais fumeurs, et 16% des anciens fumeurs. Et là, ça sort très bien en matière d'efficacité thérapeutique, et les bons répondeurs, quel que soit l'item utilisé, soit le Basdaï, le Basfi ou le Basmi, c'est du groupe jamais fumeur où on a le plus de résultats, c'est-à-dire on fait mieux avec les anti-TNF chez les malades qui sont non fumeurs. Donc, on doit toujours conseiller à nos malades d'arrêter de fumer en cas de spondylarthrite. Alors, on va passer sur le choix thérapeutique maintenant des anti-TNF. Comment on va faire notre choix? Là, tout le monde le dit, d'après les études, et vous voyez là sur cette plaque les 5 anti-TNF existants sur le marché. Il n'y a jamais eu d'études head-to-head et tous les anti-TNF se valent en matière d'efficacité pour traiter la spondylarthrite axiale. Alors, comment on va faire notre choix thérapeutique? Notre choix thérapeutique va dépendre de plusieurs choses, comme je l'avais dit au début. Ça va dépendre des comorbidités, des signes extra-articulaires, mais aussi actuellement, comme au cours de la polarité 8, on a des facteurs prédictifs de bonne réponse aux anti-TNF, à savoir le sexe masculin, la présence d'HLA27, quand il s'agit d'un sujet jeune, un syndrome inflammatoire biologique initial, une activité élevée de la maladie, une sacrolite soit radiologique, soit à l'ARM, l'impotence fonctionnelle qui est très importante et la présence d'une arthrite périphérique. Concernant les facteurs de mauvais pronostic, il y a le tabac et l'obésité. Alors, est-ce que la réponse aux anti-TNF dépend déjà de la réponse aux anti-inflammatoires? Je m'explique. C'est-à-dire, un malade qui a été un mauvais répondeur aux anti-inflammatoires, est-ce qu'il va répondre aux anti-TNF ou non? Et vice-versa. Et donc, pour répondre à cette question, là, c'est l'analyse de la cohorte de ZIR. Vous connaissez cette cohorte de ZIR française qui a recensé des spondylarthrites axiales récentes. Et donc, on avait deux groupes. Un groupe avec une bonne réponse aux anti-inflammatoires, 200 malades, et sans réponse, 34 malades. Et donc, comme vous voyez le résultat, le taux de répondeur de Basdaï 50 après un usage de premier anti-TNF, on a chez les répondeurs ANS 32%, chez les non-répondeurs, c'est 23%. Il n'y avait pas de différence significative et l'absence de réponse aux anti-inflammatoires ne semble pas influencer la probabilité de réponse aux anti-TNF. Alors, concernant la progression structurale, tout à l'heure, on avait parlé de l'effet des anti-inflammatoires. Il y a un effet structural et non. Là, les auteurs ont essayé de regarder est-ce que l'association des anti-inflammatoires aux anti-TNF peuvent avoir un effet structural ou non. On sait très bien qu'au fil des années, on a remarqué, on n'a pas pu démontrer cette efficacité structurale. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous le savez, le score radiographique, ça demande plusieurs années pour l'objectiver. Et donc, on n'a pas pu démontrer réellement ça avec les études randomisées. Donc, on s'est basé plutôt sur les études observationnelles, notamment les cohortes. Et si cette cohorte nord-américaine des patients avec une spondylarthrite axiale radiographique, on avait fait un suivi clinique semestriel, un suivi radiographique biannuel, et on avait analysé la progression structurale grâce au score AMSAS. Et voilà le résultat. Donc, on avait deux groupes qui étaient traités par l'anti-TNF, deux groupes non. Et est-ce que ces deux malades-là étaient associés aux anti-inflammatoires thyroïdiens ou non? Alors, qu'est-ce qui sort? On avait regardé le résultat à 2 ans et à 4 ans. Donc, comme vous le voyez sur le graphique, on fait mieux quand on associe un anti-inflammatoire non stéroïdien et surtout à partir de 4 ans, avec les autres anti-inflammatoires. Et on fait nettement plus avec le cellulcoxib, comme vous le regardez, soit à 2 ans, soit à 4 ans. Et ceci a incité les auteurs à regarder pourquoi on fait plus sur le plan structural avec le cellulcoxib. Peut-être une hypothèse que les cellulcoxibes vont avoir une action sur le prostaglandine avec une action sur l'osteocyte et comme ça qu'on peut éviter, c'est-à-dire l'ossification. Alors, le fait protecteur des anti-TNF observés de cette cohorte, il est potentialisé par la comédication par les anti-inflammatoires et particulièrement par les cellulcoxibes. En cas de rémission, quand on a un malade qui a une spondylarthrite axiale, est-ce qu'on peut arrêter les anti-TNF dans le spondylarthrite axiale non radiographique? Donc, pour répondre à cette question, c'est cette étude de Ability 3, vous connaissez l'Ability 1, l'Ability 2,
Donc, l'objectif, c'était d'évaluer l'effet de l'arrêt de l'adalimumab dans les spondylarthrites axiales non radiographiques en rémission. Et on avait les critères d'inclusion, qui sont les spondylarthrites axiales non radiographiques répondant aux critères ASAS, un signe inflammatoire soit biologique, soit radiologique ou à l'IRM, une maladie active avec un ASDAS supérieur à 2,1 et une réponse inadéquate au moins à 2 anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et voilà le résultat. Donc, comme vous le regardez sur le graphique, il y avait un fort risque de rechute en cas d'arrêt brutal de l'anti-TNF. Et en plus de ça, quand on a essayé de se rattraper, c'est-à-dire de réintroduire l'adalimumab pour se rattraper, 40% des malades n'ont pas pu récupérer cet effet positif des anti-TNF. Encore plus, on avait essayé de regarder, on a essayé de doser l'adalimumab dans le sang, dosage plasmatique, chez les malades qui étaient en poussée ou les malades qui n'étaient pas en poussée. Et ce que vous remarquez, le courbe se croise, il n'y avait pas de différence significative entre le taux plasmatique de l'adalimumab dans les deux groupes. Donc, il n'y avait pas, c'est-à-dire, quand on a dosé à J12 et à J28, on ne peut l'adalimumab dans le sang, on ne peut pas prédire que cet élément-là peut être un facteur prédictif de bonne ou de mauvaise réponse. Mais là, le certolizumab, il a fait mieux. Et là, il y a une étude récente du certolizumab, qui est très récente. Et qu'est-ce qu'on avait vu à partir du registre Nord Study? Donc, c'est quoi? On avait essayé de doser le certolizumab après 3 mois d'utilisation dans le spondylarthrite axiale. Donc, on avait dosé le certolizumab à 3 mois et on avait essayé de voir les bons répondeurs par rapport aux non-répondeurs. Comme vous le remarquez pour les histogrammes, à partir de 20 mg par litre, on va faire mieux, jusqu'à 40 mg, mais à partir de 40 mg, on ne fait pas plus. Encore mieux, vous voyez sur le graphique de droite, donc à partir de 20 mg, le dosage plasmatique de certolizumab entre 20 et 40, on va voir plus de profondeur, mais à partir de 40 mg par litre, on ne fait pas plus. Donc là, c'est une chose très importante, c'est-à-dire en cas de non-réponse, ça ne sert à rien d'augmenter les doses. Par contre, le fait de doser le certolizumab c'est-à-dire à 3 mois, on peut, quand il est entre 20 et 40, on peut se dire, c'est-à-dire en cas de bonne réponse, qu'il s'agit d'un facteur prédictif de bonne réponse. Et ceci, il est très important, c'est-à-dire ce truc-là, c'est important pour la pratique et pour tout ce qui est, c'est-à-dire on ne peut pas se dire, ah, on va augmenter pour voir si jamais ce médicament, il va être efficace ou non. Une fois à 3 mois, on est dans cette fourchette-là, ça ne sert à rien d'augmenter les doses. Et si jamais le fait est là, il va être positif dès le premier mois. Alors, en cas de rémission aussi, on a essayé de voir si jamais on a la possibilité de réduire ou d'espacer les doses. Donc, pour répondre à cette question, cette étude française, on a essayé de voir l'essai de non-infériorité, là, comparant deux stratégies chez des patients ayant de l'arthrite, soit radiographique, soit non radiographique, qui est peu active, donc base d'ail inférieure à 4/10. Soit on a 2 bras, soit on va poursuivre le traitement selon le même schéma, soit on va diminuer l'anti-TNF selon un schéma prédéfini, tant que le base d'ail il est inférieur à 4 et la CRP elle est normale. Bien sûr, il y avait 3 étapes et à chaque fois il y avait une escalade pour réduire les doses. Et on avait la possibilité de reprise en cas de reprise de l'activité de la maladie, de retourner à l'étape précédente. Et le critère principal de jugement, c'était le pourcentage de patients qui avaient un base d'ail inférieur à 4. Donc voilà le résultat, presque 400 patients qui ont participé à cette étude française, 13 centres français. Et donc 65% des patients avaient une spondylarthrite radiographique. Et c'était des patients majoritairement traités par l'adalimumab ou l'étanercept dans 65%. Mais voilà le résultat. Il n'y avait pas de différence significative entre le groupe maintien et le groupe espacement de traitement. Donc, aucune différence significative. Concernant l'effet structural des anti-TNF, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour étudier l'effet structural, on a pu démontrer cet effet structural plutôt avec les cohortes, c'est-à-dire les études observationnelles, plus qu'avec les études randomisées. Et donc là, c'est la cohorte allemande, j'explique. Donc, c'est une cohorte de spondylarthrite récente, inférieure à 5 ans d'évolution pour le spondylarthrite non radiographique et inférieure à 10 ans pour le spondylarthrite radiologique. Donc, c'était des patients qui ont été vus tous les 6 mois les 2 premières années, puis tous les ans, et des radiographies qui ont été réalisées tous les 2 ans pendant 10 ans. Voilà le résultat. Qu'est-ce qu'on a remarqué?
Donc, on avait observé l'effet structural des anti-TNF sur le sacroiliac. Quand vous le regardez à droite, il y avait une différence significative sur le plan structural quand on observe les sacroiliacs. Mais là, c'était des malades qui étaient antérieurement traités pendant 2 ans avec les anti-TNF. Par contre, là, vous voyez à gauche, c'était des malades qui étaient en cours de traitement sous anti-TNF. Donc, on ne peut pas observer l'effet structural quand on est en cours. C'est pour ça que chaque fois, les études disent que les anti-TNF n'ont aucun effet sur le plan structural parce qu'on essaye de regarder l'effet structural au moment de traitement. Donc, il faut des années pour montrer cet effet structural. Alors, concernant la maintenance thérapeutique et la maintenance de rémission en cas de réponse positive, là, le certolizumab, on vient d'avoir un article assez récent qui a montré qu'on peut faire ça. Et donc, c'était des malades qui étaient en rémission. Et donc, on avait randomisé un groupe certolizumab 200 mg tous les 2 mois. Pardon, les 2 semaines. Et après, c'était l'autre bras, c'était 200 mg tous les 4 semaines contre un groupe placebo. Et donc, il y a les 2 courbes, regardez, bleu ciel et bleu foncé, presque la même chose. Donc, on arrive à maintenir cette rémission en cas de réponse positive, mais aussi ici, dans ce travail, on avait démontré que cette réduction ou un espacement de traitement peut être efficace soit pour les spondylarthrites, peut être positif, soit pour les spondylarthrites non radiographiques ou les spondylarthrites axiales. Autre chose qu'on devrait prendre en considération dans notre pratique, c'est l'atteinte extra-articulaire. Comme je l'avais dit tout à l'heure, tous les anti-TNF se valent en matière d'efficacité, mais certains molécules sont nettement plus efficaces par rapport à d'autres en matière, c'est-à-dire pour les signes extra-articulaires. Et là, une étude très récente, là, en février 2020, on avait montré que le certolizumab permettait de réduire le nombre de poussées de vitre antérieure aiguë chez des malades qui ont des spondylarthrites axiales. Et donc là, pendant 2 ans, on a pu quand même regarder l'effet est nettement significatif par rapport au groupe non traité par le certolizumab. Alors, autre chose qui c'est-à-dire nous intrigue, est-ce que ce que nous sommes en train de voir sur le plan, c'est-à-dire les essais cliniques, les protocoles, etc., est-ce qu'il est réel dans la vraie vie? Et là, pour répondre à cette question, Baraliakos a publié cet article très récent. Donc, on avait montré la tolérance et surtout l'efficacité de certolizumab dans la prise en charge des spondylarthrites axiales en Europe. Et donc là, vous voyez, au fil de temps, à chaque fois qu'on avance dans le temps, et si jamais le malade il est répondant, comme je l'avais dit tout à l'heure, au bout de 3 mois, on va avoir des effets positifs sur les items de la spondylarthrite axiale, mais aussi, on a remarqué qu'on peut être aussi efficace sur la fatigue, sur l'atteinte, sur le dourillage matinal et l'atteinte rachidienne. Aussi, dans le même sens, on a pu démontrer qu'avec cette molécule, on peut avoir une efficacité structurale. Et là, c'est un papier qui est démontré qu'en analysant les signes radiographiques sur l'imagerie par résonance magnétique, on a observé quand même une efficacité structurale de cet anti-TNF quand ça marche et avec bien sûr une maintenance thérapeutique au bout de 4 ans. Et on arrive à la dernière plaque concernant l'efficacité des anti-TNF dans la prise en charge des spondylarthrites non radiographiques. Comme vous le savez, les anti-TNF ont tous la même, sauf bien sûr en Europe, sauf l'infliximab. Par contre, le certolizumab, il est le seul à avoir l'approbation de FDA dans cette indication particulière. Alors, concernant quand ça marche pas et quand on utilise les anti-inflammatoires, les anti-TNF-alpha, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, actuellement, il y a d'autres options thérapeutiques. Tout à l'heure, on avait parlé de ça. Il y a les anti-LD7, il y a les anti-LD7A et F au même temps, mais aussi les JAK on commence à avoir quelques données qui peuvent être intéressantes dans cette pathologie. Là, c'est l'étude Major 1 qui a été présentée tout à l'heure par Philippe Gopi pour démontrer l'utilité des anti-LD7 dans spondylarthrite axiale. Et vous voyez très bien l'anti-LD7 qui peut être efficace soit chez les malades naïfs ou chez les malades qui ont été traités par des anti-TNF. Là aussi, les études qui ont montré l'efficacité de l'anti-LD7 AF dans cette
dans ce type de spondylarthrite. Alors, nous arrivons à la dernière plaque où on va parler un peu de la rééducation, de l'utilité de la rééducation. Toujours vous rappeler dans notre conduite pratique en matière de prise en charge spondylarthrite axiale, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on préfère envoyer le malade à un kiné, surtout quand il est poussé, pour faire de la rééducation, des exercices musculaires, de la balnéothérapie, de l'assouplissement, etc. Sauf en poussé. On n'a jamais pu démontrer est-ce que vraiment le malade doit faire ces exercices et ces auto-exercices, même en période de rémission. Donc là, cette Cochrane database, elle a recensé presque une fois 14 essais cliniques randomisés. On avait essayé de voir l'utilité de faire en continu l'exercice physique, l'auto-exercice, la rééducation, etc. Et là, on avait montré qu'on peut être plus efficace en matière d'action thérapeutique si le malade est sous anti-inflammatoire ou s'il est sous anti-diabète, si on associe de la rééducation, même de la rééducation à domicile, c'est-à-dire le malade va faire des exercices d'auto-rééducation, etc. Et là, c'est quelque chose qui commence à sortir même dans les recommandations récentes. En conclusion, qu'est-ce qu'on dit? Alors, on reste toujours classique. Notre traitement, c'est les anti-inflammatoires, c'est la pierre angulaire du traitement, donc le traitement de première intention, mais on continue à le donner à la demande, c'est pas en continu. Il y a beaucoup d'études dans ce sens, et surtout qui visent, si jamais il va y avoir un effet structural, pourquoi pas, bien sûr, on doit peser le pour et le contre, notamment les effets indésirables. Donc, notre choix, ça va se faire surtout en fonction de comorbidité, l'horaire, la durée de vie et surtout des effets secondaires. Quand on passe au traitement biologique, c'est plutôt les anti-TNF qui ont une place prépondérante dans la prise en charge. Malheureusement, les traitements conventionnels n'ont pas montré leur efficacité. Le choix doit se faire en fonction de certaines particularités, en fonction de type de malade, en fonction des signes extra-articulaires, etc. En cas de rémission, actuellement, on est en train de démontrer qu'on peut espacer, qu'on peut réduire les doses et on peut maintenir le malade en rémission. Cette histoire de dosage plasmatique, elle commence à sortir de plus en plus et ça peut être un facteur prédictif de bonne réponse. Donc, aller doser l'anti-TNF pendant une période bien déterminée à hanter, ça permet de dire est-ce que le malade peut rester en rémission ou non. Et enfin, une question qu'on n'a pas encore beaucoup de réponses, mais il y a pas mal de travaux là-dessus. L'association anti-inflammatoire non-stéroïdien anti-TNF, est-ce que vraiment on va avoir un jour un effet structural? Tout en sachant que l'histoire de la fenêtre opportunité thérapeutique n'a pas pu être démontrée au cours de la spondylarthrite axiale comme ça a été démontré au cours de la polyarthrite rhumatoïde, c'est-à-dire on doit saisir vraiment la fenêtre, c'est-à-dire les premiers mois ou les premières années, et là on doit être efficace. Aucune étude n'a montré que vraiment le fait de traiter les malades si tôt, on peut vraiment mettre le malade sous rémission ou éviter, bien sûr, cette dégradation structurale. Enfin, les anti-D7, apparemment, les JAKi constituent une alternative thérapeutique très promoteuse. La rééducation, elle a vraiment une place assez importante dans la prise en charge, et même si le malade, il est en rémission. Je vous remercie. Deuxième partie, qui va être un peu plus pratique. Et on va voir ensemble le cas clinique de Madame Sandose, âgée de 32 ans, qui est représentante commerciale, qui n'a pas d'antécédents notables, qui présente depuis en fait 2 ans une polyarthrite bilatérale asymétrique touchant les membres inférieurs, les poignets, les petites articulations des mains, y compris des IPD. Elle signale également des pathologies intermittentes, 2 épisodes de rougeur oculaire traités donc localement par un ophtalmo et pas d'autres notions de manifestations extra-articulaires. Alors, on trouve toutefois à l'interrogatoire un antécédent familial de psoriasis. Le bilan biologique qu'elle ramène lors de la première consultation met en évidence un syndrome inflammatoire biologique et l'absence donc un bilan immunologique qui est négatif. Alors, à l'examen, on trouve donc des signes inflammatoires importants, notamment donc une dactylite au niveau de donc 2 doigts qui présentent un aspect évocateur de dactylite,
Et par ailleurs, donc le bilan radiologique qui met en évidence des signes de destruction, notamment au niveau des interphalangiennes distales, avec donc des lésions à la fois destructrices et reconstructrices. Donc la radiographie du bassin de face a montré la présence d'une sacroiliite bilatérale malgré donc l'absence d'une lombalgie symptomatique, et la radiographie des talons qui met en évidence une empésopathie calcanéenne. Alors, devant donc ce tableau et donc conformément donc aux critères de Caspar, nous pouvons retenir le diagnostic de rhumatisme psoriasique chez notre patiente, alors qui présente également donc les critères ASAS des spondyloarthrites. Alors, ainsi, donc, Madame Sanders présente une gêne fonctionnelle importante, malgré donc un traitement donc, par méthotrexate entrepris pendant 18 mois et ayant atteint la dose de 25 mg par semaine, avec prise concomitante d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et d'une corticothérapie. Alors, ce qu'on trouve chez Madame Sanders, c'est surtout le retentissement fonctionnel, en plus du retentissement fonctionnel de la maladie, un profond retentissement psychologique. En effet, il y a donc plusieurs désagréments, notamment d'ordre esthétique, du fait donc, de sa profession, et c'est une patiente qui est profondément touchée parce que la maladie finalement donc menace à la fois le côté fonctionnel, mais aussi donc sa vie professionnelle et également familiale. Et là, donc, quand on interroge un peu plus, c'est une patiente qui est mariée depuis 3 ans. Elle a eu une contraception volontaire au départ. Puis, par la suite, donc, c'est une contraception qui a été imposée du fait de la prescription de méthotrexate. Et là, il y a un désir imminent de grossesse et donc refus de toute contraception dorénavant. Bien sûr, donc, avant de discuter toute attitude thérapeutique, on va faire un bilan de la maladie. Et donc, dans ce cas, alors, bien sûr, le phénotype du rhumatisme psoriasique chez cette patiente, elle a à la fois une atteinte axiale, périphérique, une atteinte anthésitique et une dactylite. Elle a aussi, donc, des manifestations extra-articulaires, puisque l'examen ophtalmo qu'on a demandé a mis en évidence des séquelles d'uvéite. Et donc, heureusement, il n'y a pas, donc, de comorbidité associée. Alors, chez notre patiente, alors les facteurs de pronostic qu'elle présente, c'est une atteinte structurale, le syndrome inflammatoire biologique et la dactylite. Alors, la décision thérapeutique, dans ce cas, va donc tenir compte, bien sûr, de l'activité de la maladie. Et dans ce cas particulier, devant donc l'atteinte axiale, l'activité, donc, on va donc l'évaluer sur le BASDAI, voire donc sur l'ASDAS. Pour l'atteinte périphérique, et si on a l'habitude d'utiliser le DAS28, on recommande de plus en plus d'utiliser donc le DAPSA. Pour les manifestations extra-articulaires, donc elles doivent être recherchées systématiquement, les comorbidités également, et l'évolution radiologique, de même que le traitement reçu. Alors, en plus de tout ça, un élément très important, et là on revient un peu donc à la conférence donc présentée par mon ami Ahmed Laht, les attentes du patient. Donc, c'est donc un élément très important. Et comme vous voyez ici, donc les recommandations émises par un groupe d'experts en 2020 insistent beaucoup sur le côté psychologique de la prise en charge des patients et donc sur l'importance de la compréhension du patient comme élément clé pour assurer et pour s'assurer d'une bonne adhésion au traitement. Alors, si on revient au souci, en fait, de Madame Sanders, elle a deux préoccupations importantes. C'est une amélioration de sa qualité de vie, c'est-à-dire à la fois donc le côté fonctionnel, mais aussi donc l'impact de la maladie, donc sur tout ce qui suit, notamment donc sur le côté professionnel. Et deuxième point important, c'est mener à terme une grossesse normale. Alors, par rapport à la qualité de vie, aujourd'hui, est-ce qu'on dispose de médicaments qui peuvent donc entraîner une amélioration de la qualité de vie? Et heureusement, on peut donc répondre favorablement à cette question. Et comme le montre donc cette méta-analyse qui a été donc publiée en 2020, alors vous voyez bien que donc le rhumatisme psoriasique traité par biologique par rapport un traitement placebo cette méta-analyse a montré qu'il y avait donc une meilleure réponse ACR20 donc chez les patients traités par rapport aux patients non traités, mais également donc une réduction plus importante du HAQ, donc avec une amélioration fonctionnelle notable. Alors, le deuxième point, donc chez notre patiente, c'est mener à terme une grossesse normale.
Alors, le premier point déjà qu'on doit aborder, c'est le problème de fertilité. Eh bien, heureusement, avec les traitements dont on dispose, les biologiques de façon générale, il n'y a pas donc de problème de fertilité et donc la fertilité va être similaire à la population générale. Alors, pour le délai préconceptionnel, alors là, donc les données donc varient selon les études et pour certains, on peut avoir un retard de fécondité. Alors, le retard de fécondité peut être en rapport avec une activité sexuelle qui peut être entravée du fait de la maladie et elle peut être aussi donc entravée par l'usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors maintenant, quel est l'impact du rhumatisme psoriasique sur la grossesse? Alors là, en se basant sur les données des registres, alors on trouve un sur-risque de complications de ces grossesses. Alors les résultats restent hétérogènes par rapport au risque de diabète, au risque d'hypertension, au risque donc de pré-éclampsie. Alors deux éléments importants qu'il faut retenir, c'est que les patientes qui ont un rhumatisme psoriasique sont exposées à un sur-risque de faible poids de naissance chez le nouveau-né et un sur-risque de prématurité, notamment chez les patientes qui ont une CRP élevée au deuxième trimestre ou bien chez les patientes qui ont eu recours à un anti-inflammatoire non stéroïdien. Alors maintenant, pour parler de l'impact de la grossesse sur le rhumatisme psoriasique. Eh bien, en ce qui concerne l'atteinte articulaire périphérique, alors les études montrent une aggravation du rhumatisme psoriasique pendant la grossesse et donc cette aggravation concernerait 40% des patientes. En fait, selon les études, les taux varient et donc cette aggravation peut se voir au cours de la grossesse, mais aussi immédiatement en postpartum. Alors, deuxième point, alors pour ce qui est de l'atteinte axiale, on rapporte également des poussées au cours du deuxième trimestre de la maladie, alors deuxième trimestre de la grossesse, alors que pour le problème d'anthésite et d'uvéite, il n'y a pas eu d'exacerbation au cours de la grossesse. Ainsi, pour mener à terme une grossesse normale chez notre patiente, il nous faut un traitement qui doit répondre à l'efficacité, l'innocuité et la rapidité d'action. Alors, est-ce que ceci est possible? Alors, en fait, quelles sont les possibilités thérapeutiques chez notre patiente qui a échoué un traitement de fond conventionnel en association avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens et aussi le méthotrexate? Alors, si on se réfère aux recommandations de la Société française de rhumatologie, là, c'est l'indication des biomédicaments. Alors, pour la SFR, ils mettent en premier les anti-TNF avant l'anti-IL-17. Alors, par contre, les recommandations de l'EULAR 2019 et en cas d'échec du traitement conventionnel, là, c'est le recours au traitement biologique, que ce soit anti-TNF, anti-IL-17 ou bien anti-IL-12 et IL-23. Alors, pour les recommandations tunisiennes, et là, je profite pour remercier le groupe de travail et notamment mon maître, le professeur Kshir. Alors, je vous invite à justement voir le guide que vous avez dans vos cartables. Et les recommandations tunisiennes, dans ce cas, c'est l'indication de passage à un traitement biologique anti-TNF ou bien anti-IL-17. Alors, quelle biologie privilégiée chez notre patiente? Alors, en fait, on va bien sûr choisir le biologique selon la disponibilité, selon l'efficacité, en tenant compte du projet de grossesse, du phénotype du rhumatisme psoriasique, des manifestations extra-articulaires et bien sûr d'éventuelles comorbidités. Alors, si on voit ensemble, alors les biologies qui ont l'AMM dans le rhumatisme psoriasique en Tunisie. Alors, vous voyez bien que en fait, en Tunisie, c'est les 5 anti-TNF. Et là, on a une bonne nouvelle à annoncer, c'est que désormais, le certolizumab est remboursé dans les spondylarthrites d'une façon générale et bien sûr, dans le cas particulier, le rhumatisme psoriasique. C'est-à-dire, c'est un anti-TNF qu'on peut prescrire en première ligne au même titre que l'infliximab. Chez notre patiente, nous avons la possibilité de prescrire soit l'un des, disons, on a le choix entre l'un de ces 5 anti-TNF.
Alors, le sécucunibab a l'AMM donc également en Tunisie donc dans le donc rhumatisme psoriasique, mais le problème c'est que le sécucunibab n'est pas aujourd'hui remboursé dans le rhumatisme psoriasique et il ne reste que les 5 anti-TNF. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, les anti-TNF qui sont remboursés en première ligne, on a 2. Donc, on a l'infliximab et le certolizumab, et le choix va se faire entre donc, ces 2 molécules. Alors, si on revient un peu donc à cette synthèse des résultats et de l'efficacité donc des biologiques dans la prise en charge des spondyloarthrites, et en fait, ce schéma a été fait par le professeur Goupi. Alors, vous voyez bien que donc le choix va se faire donc chez notre patiente en fonction donc des manifestations articulaires et extra-articulaires. Alors, en effet, donc notre patiente présente en fait l'uvéite, elle présente des manifestations articulaires axiales et périphériques. Et là, comme vous voyez, ce qui est en vert, c'est-à-dire c'est un médicament qui est efficace, ce qui est en jaune, c'est-à-dire c'est un choix préférentiel. Et donc, dans les différentes indications, le certolizumab et l'infliximab constituent donc un choix préférentiel. Alors, quels sont les facteurs prédictifs de bonne réponse chez notre patiente? Alors, c'est l'atteinte articulaire périphérique, le taux de CRP et l'absence d'obésité, comme facteur de risque de mauvaise réponse. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a donc un risque de tératogénèse ou bien de mutagénèse? Eh bien, il n'y a aucun risque donc chez nos patients. Alors, par contre, pour le transfert placentaire, alors vous savez que au cours de la grossesse, il va y avoir donc à partir de la 14e semaine d'aménorrhée, un passage transplacentaire des immunoglobulines, notamment les immunoglobulines 1, qui va se faire donc à travers le placenta et qui va donc arriver à un seuil donc vers la 36e semaine. Ce seuil est tel qu'il va dépasser les seuils maternels. Alors, or, les anti-TNF représentent donc IgG 1. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la 14e semaine d'aménorrhée, il va y avoir un passage transplacentaire et qui va être donc important à partir de la 36e semaine d'aménorrhée. Bien sûr, alors donc là, un point important, alors ce passage placentaire, comment il va se faire? Alors, il va se faire donc par liaison entre justement ce fragment FC qui est présent donc au niveau des anti-TNF et qui va se lier avec le récepteur donc placentaire spécifique. Alors, et donc, ceci va entraîner le passage donc du biomédicament. Alors, un élément important, c'est que justement, le certolizumab, c'est le seul anti-TNF qui ne présente pas de fragment FC. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de passage transplacentaire. Ou bien, même s'il y a un petit passage, il va être minime au-dessous donc des seuils qu'on peut donc quantifier. Alors justement, donc cette étude CRIB confirme ces données. Et donc en fait, l'étude CRIB, donc c'est une étude qui a consisté à doser donc le certolizumab au niveau du sang maternel, au niveau donc du sang fœtal, et au niveau du cordon ombilical. Et là, donc comme vous voyez ici, donc les taux d'anti-TNF étaient vraiment très faibles donc chez les nouveau-nés, voire donc au-dessous donc de la quantité qu'on peut mesurer. Alors, et c'est pour ça, comme vous voyez ici, que le LAR, les dernières recommandations de le LAR, donc concernant les produits qu'on peut administrer au cours de la grossesse, alors c'est des recommandations qui datent de 2016, alors préconisent de poursuivre, donc on a la possibilité de poursuivre le certolizumab tout au long de la grossesse, alors que pour les autres anti-TNF, alors il faudrait les arrêter, alors notamment pour l'étanercept, on peut aller jusqu'à 30 à 32 semaines, alors pourquoi? Parce que finalement, pour l'étanercept, il a alors une demi-vie qui est courte, donc il est rapidement éliminé et donc le risque est moindre pour le bébé. Alors par contre, pour la dalimumab et l'infliximab, il faudrait l'arrêter donc vers la 20e semaine d'aménorrhée. Alors les dernières recommandations américaines également donc pour la prescription donc de médicaments
au cours de la grossesse et qui ont été donc faites en 2020. Alors, pour ces recommandations, on trouve à peu près la même chose, avec donc un feu vert pour le certolizumab en période préconceptionnelle tout au long de leur grossesse et donc chez la femme, elle, allaitante, alors que pour les autres donc anti-TNF, alors on peut donc les prescrire avant la grossesse jusqu'à conception et par la suite au cours de la grossesse, donc si on est obligé de les poursuivre, mais tout en les arrêtant plusieurs demi-vies avant donc l'accouchement pour réduire donc le risque chez l'enfant. Alors, si on revient donc à la synthèse donc de nos résultats, alors vous voyez que nous allons donc recourir au certolizumab chez notre patiente. Alors, est-ce qu'il va être efficace sur donc les différents points donc et les différents problèmes que notre patiente présente? Et là, donc l'étude rapide, ça va répondre à nos questions. Alors, c'est une étude qui a été faite en double aveugle jusqu'à la semaine 24, puis donc en simple aveugle par rapport à la dose de certolizumab jusqu'à la semaine 48 et en étude donc ouverte jusqu'à la semaine 216. Alors, les critères d'évaluation, c'était la réponse donc clinique, c'était l'activité minimale de la maladie, donc la gêne fonctionnelle et une évaluation globale de la douleur et de l'activité par le patient. Eh bien, cette étude nous montre donc des résultats très satisfaisants, très encourageants, comme vous voyez ici. Alors, ce qu'on voit surtout, donc, c'est qu'il y a une amélioration rapide dès la première semaine de la douleur chez les patientes traitées par certolizumab. Alors, un autre élément important, c'est que là aussi, donc, on obtient une réponse ACR20, donc, qui est très rapide dès la 20e semaine. Donc dès la première semaine et qui va se maintenir dans le temps, donc jusqu'à 24 semaines, c'est-à-dire la première période de l'étude. Alors, le reste donc et donc la poursuite donc de cette étude a permis donc de montrer qu'il y avait en fait à la fois donc des résultats encourageants en termes donc de réponse ACR20, en termes de réponse ACR donc 50 et d'ACR 70, et donc ces résultats satisfaisants se maintenaient pendant longtemps jusqu'à 216 semaines de traitement. Alors, un autre élément important et indépendamment donc du cas de notre patient, c'est que ces résultats étaient satisfaisants même lorsque donc l'anti-TNF n'était pas administré en première ligne, c'est-à-dire après échec d'un anti-TNF préalable. Alors, un autre élément important qui ressort de cette étude, c'est que les résultats étaient satisfaisants aussi bien donc chez les patients traités donc par anti-TNF seul ou bien par anti-TNF associé au méthotrexate ou bien à un autre conventionnel d'IMARD. Et donc, ceci donc, est important pour le cas de notre patiente chez qui donc on sera amené éventuellement à le prescrire seul, donc sans méthotrexate. Concernant les manifestations extra-articulaires, et là aussi, donc, les résultats sont donc encourageants et donc vous voyez que le certolizumab pégol, quelle que soit la forme d'administration, va être actif et va être intéressant pour l'atteinte ingéale, pour l'atteinte cutanée, pour l'atteinte anthésitique et aussi pour la dactylite. Alors enfin, et pour notre patiente qui a une uveiite, le recours au certolizumab, comme vous voyez ici, a permis de réduire de 87% le risque d'apparition d'une uveiite antérieure aiguë. Ainsi donc, pour conclure, en fait, le problème du rhumatisme psoriasique, c'est une maladie qui est extrêmement complexe, de multiples facettes. Alors, c'est une maladie qui peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel, mais n'oubliez pas qu'elle peut également mettre en jeu le pronostic vital. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a des études qui ont montré un risque multiplié par 3,3 de mortalité dans une population de sujets jeunes âgés entre 20 et 30 ans. Donc là, c'est dire donc l'importance d'une bonne prise en charge de ces malades. Alors, la prise en charge optimale est possible justement parce qu'on dispose de moyens thérapeutiques et on dispose aussi de guidelines qui vont nous guider donc tout au long de la prise en charge. Alors, la prise en charge doit être multidisciplinaire et les différentes spécialités doivent être impliquées. On doit tenir compte du phénotype, on doit tenir compte du terrain, on doit tenir compte des objectifs à atteindre, mais aussi, donc, on doit tenir compte des attentes du patient. Et donc, ceci est un élément important pour l'adhérence au traitement.
Alors, pour les femmes en âge de procréation, il faut donc prévoir des consultations et des conseils préconceptionnels. Et donc, ceci va être donc important aussi bien donc pour la santé de la mère que pour la santé donc, et donc du bébé et le déroulement de la grossesse. Et justement, dans ce cadre, il y a donc une sécurité de donc, prescription des anti-TNF. Donc, c'est un élément important et donc il représente un traitement de choix. Alors, juste une mention, c'est que pour les CBB, donc de mères qui ont eu donc un traitement anti-TNF, alors il faut quand même prévenir l'équipe qui va prendre en charge le bébé et donc surtout par rapport à la vaccination qui utilise des vaccins vivants. Je vous remercie. Merci, merci Lies, nos deux orateurs pour les belles présentations qui, qui nous ont permis d'avoir une idée donc sur ce nouvel anti-TNF qui a donc son remboursement récemment. Donc on n'en a que le Remicade et on voit notre arsenal thérapeutique s'élargir pour une autre molécule qui va nous permettre donc d'avoir plus de choix et surtout si donc on a la main forcée pour avoir donc un passage à un autre anti-TNF comme le certolizumab. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Abdelhaj. Juste concernant les uvites, lorsqu'on a un patient qui a une spondyloarthropathie et qui est déjà sous anti-TNF adalimumab, et il continue à faire des uvites avec des tissus. Faut-il switcher pour le certolizumab? Ou bien attendre d'abord, bon, c'est un En fait, gros on considère la prise en charge doit être globale et elle continue à faire des uvéites, c'est-à-dire on doit prendre en considération, il ne faut pas oublier que l'uvéite met en jeu un pronostic important, donc c'est un pronostic fonctionnel et un risque de cécité. Donc obligatoirement, si elle continue à faire des épisodes d'uvéite, il faut changer d'anti-TNF. switcher aussi. Le Comment? Le meilleur, c'est de switcher donc le Lumira à India. Puisque là, Comment? on a démontré que le certolizumab est efficace. Et, plusieurs études En ont fait, montré, même je ne sais pas si vous vous rappelez du schéma. Alors, en fait, il n'y a pas que le certolizumab qui est donc efficace sur l'UVI. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que c'est vrai que le cas particulier, on avait besoin, donc, on cherchait une efficacité aussi sur la pinte oculaire, mais il y a l'infliximab qui est aussi donc efficace. Donc, il y a aussi donc donc, comme on a dit, donc l'adalimumab efficace. Donc, le certolizumab efficace. Donc, on a le choix finalement. Donc, entre ce qui est sûr, c'est qu'on va switcher d'anti-TNF, mais lequel choisir? On aura donc en fait, on tiendra compte donc de différents c'est une arguments. question pratique. J'ai une Comment? patiente, c'est une vraie question pratique. J'ai une patiente qui est sous Humira depuis quelques années. Et Sous elle est bien, Humira, donc, mais sous elle Hum- continue sous de faire Humira, des oui, uvites. il faut switcher. C'est ça. Faut-il switcher vers Eh. le certolizumab? Oui, oui. Hella, est-ce qu'il y a un passage dans le lait maternel et une mère qui allait et qui est sous certolizumab, est-ce qu'elle peut allaiter son bébé ou non? Alors, le passage de lait donc n'est pas important premièrement et deuxièmement alors en fait le bébé a des enzymes intestinales qui va permettre de détruire donc justement donc l'anti-TNF au niveau donc il n'y a pas de risque et ceci est valable pour tous les anti-TNF. On peut les donner donc en postpartum chez la femme qui allait. Question? Donc, bon, voilà, nous avons donc un produit qui a montré qui a démontré son efficacité au cours des spondylarthrites, qui a une bonne maintenance thérapeutique et safety. Et puis, bon, il a l'avantage d'être aussi efficace sur certaines manifestations extra-articulaires. On vient d'en parler sur les uveites. Et puis, d'autres avantages, peut-être comme
pouvoir l'utiliser au cours de la grossesse ou de pouvoir faire l'allaitement. Bon, en termes donc de ce symposium, euh, oui, bon, Monsieur le Président vous demande de récupérer donc les invitations pour pour le dîner gala qui va se passer donc ce soir ici dans cette salle et on vous invite à passer aux ateliers et on vous remercie